je pense qu'on a quand même frappé un mur. Là, par rapport au wokisme, on est quand même dans une forme de rejet de tout ça. On se rend compte que c'était quand même une idéologie. Ça reste une idéologie qui était très prenante. Puis on se disait, on va-tu sortir de ça? Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube. Vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Je passe tout l'été, je ne sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais tout l'été avec Karima Brick. C'est elle qui anime l'émission entre 13h et 15h. Et je suis son chroniqueur, donc je me suis dit, c'est pas juste. C'est moi qui vais la recevoir à mon balado. Salut Karima. Hey, salut Rémi, je suis contente de te parler. Moi aussi. Puis, non, mais c'est ça c'est pas fair, comme disent les Anglais. Là. C'est toi qui me poses des questions tout l'été comme ça. Je voulais te mettre dans le siège chaud. C'est plus confrontant être dans ce siège-là. Je dois t'avouer. Oui. T'es pas habitué, hein? Oui. Non, absolument, je suis en contrôle. Je pose les questions. J'ai une drôle de première question, d'ailleurs, parce que, j'essaie d'inviter toutes sortes de monde. Des gens à gauche, des gens à droite, des hommes, des femmes. Toi, tu es une femme aux dernières nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent. C'est vrai? Non, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Je te dirais que... Alors que les gars sont, on dirait, plus game, plus volontaires. Toi, tu me disais, là, avant qu'on entre en ondes, que tu n'en as pas fait beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous discutez entre vous, les femmes, de vos hésitations à participer à ce genre d'exercice-là? Écoute, pas forcément, non, pas tant que ça, je te dirais, mais de l'autre côté, je trouve ça fascinant ce que tu me dis parce que ça me fait penser un peu, des fois, on va dire, ah, les femmes, par rapport à la politique, elles n'osent pas forcément se lancer, ou même dans l'opinion, c'est compliqué de prendre la parole si tu n'as pas une parole qui est attendue. Il y a ça aussi, hein, c'est que souvent, quand tu es une femme, on t'attend par exemple, sur certaines questions, oui, on entend beaucoup, par exemple, des féministes au Québec, dans la jeune génération. Ça, c'est quelque chose de très populaire. Mais pour d'autres sujets, d'autres discussions, ça va être comme quelque chose un peu, on est un peu plus frileux. Est-ce qu'on est prêt aussi à entendre la parole des femmes multiples et qui sort peut-être des fois d'un certain corridor ou de ce qu'on attend d'elles? Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, il y a peut-être effectivement quand même des réticences. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu appris au fil des années? Tu sais, c'est comme justement cette prise de parole, d'arriver dans cet espace public. Est-ce que c'était un peu... On est peut-être moins habitué de ça? C'est peut-être aussi une piste. Elle est intéressante, cette piste-là, parce que moi, je t'avoue que c'est celle que je privilégierais. C'est-à-dire qu'un balado, un podcast, c'est quelque chose qui n'est pas formaté comme un entretien à la télévision ou à la radio. Je ne sais pas s'il y a des gens qui envoient leur sujet d'avance ou qui même discutent avec leurs invités de ce dont il sera question, mais ça a quand même la réputation d'être assez éclaté, les balados. Et puisque, peut-être, les femmes sont moins présentes, et ça, je l'observe au-delà même de mon initiative, je me demande si c'est parce qu'elles hésitent à y aller, si c'est parce que ça demande un risque qu'elles sont moins prêtes en général à prendre. On fait évidemment des généralités, là. Peut-être, mais moi, j'ai l'impression quand même que si tu es dans un espace de discussion où tu peux dire les choses, où tu peux, tu sais, ta parole, justement, elle est accueillie au sens qu'on plonge, on y va ensemble. Moi, c'est un peu, tu sais, quand tu me dis, hey, ça te tente de faire mon balado, tu sais, c'est pas une situation où laquelle, effectivement, là, je suis confrontée tout le temps, mais à un moment donné, c'est l'échange. Ça m'intéresse. Puis ça va se multiplier aussi. Je pense que tu sais, au Québec, oui, il y en a des balados, il y en a beaucoup. Des fois, ça va être assez niché, balado sexu, balado ci ou ça. Ah, il y a des balados sexu, ça existe, ça, apparemment, au Québec? apparemment. Donc, je pense que c'est au contraire, là, j'ai l'impression que ça va se multiplier, tout ça. Puis, parce que je suis quand même étonnée. Ouais, je suis quand même étonnée de ton constat. Ouais. Écoute, ça fait quelques mois seulement qu'on a lancé le truc, mais je te dirais qu'au début, je me disais, elles ne sont pas présentes, mais là, l'autre jour, j'ai réalisé, elles ne répondent pas.
en fait. Il y a comme... ben, après, tu sais, j'ai la réputation que j'ai, là, c'est peut-être mon C'est quoi la problème. réputation que tu as? Écoute, on n'est pas là pour ça, hein, on est là pour toi, d'ailleurs. Non, mais c'est parce que Mais quand non, je mais te c'est pose sûr la que ça fait question, c'est partie... parce que je trouve que c'est un peu absurde dans le sens que la réputation, à un moment donné, es-tu capable d'avoir une discussion, justement? Et ça, c'est peut-être plus largement dans ce fameux contexte dont on va peut-être parler ou pas, je sais pas, le contexte québécois de cette discussion, de cette ouverture à discuter, puis d'avoir aussi des points de vue différents. Moi, j'ai l'impression que dans les chaumières, dans les maisons, il y en a des discussions, puis c'est pas toujours justement une ligne qu'on peut percevoir parfois. On va regarder des grands médias traditionnels ou quoi que ce soit, puis je veux dire, j'en consomme, j'y travaille, c'est très bien, mais on veut comme, tu sais, des fois, on a peur de dire peut-être certaines choses, puis non pas que ces choses-là sont mauvaises à dire, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a peut-être cette prise de parole qui aujourd'hui est un risque, qui est une absurdité selon moi, mais c'est vrai que c'est un risque aujourd'hui. Et, mais donc, quand il y a un espace pour discuter, au contraire, multiplions, brassons tout ça, je pense qu'on est capable collectivement de le faire. Puis j'espère que les femmes vont continuer à la prendre, cette parole-là, et Ben surtout la oui. prendre davantage, Ah, puis, complètement. de toute façon, je vais continuer de les inviter, moi. Moi, je suis un gars de têtu. Karima, Et ils auraient intérêt, parce que moi, je vais quand même te le dire, Rémi, moi, je te connais en fait depuis l'année dernière. Je t'écoutais un peu avant et tout ça. Et tu étais à mon émission, donc à Cube l'été dernier. Puis vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Je trouve que de ta génération, tu as une vraie réflexion, tu as une liberté de ton, tu as un courage de dire les choses, qu'on soit d'accord ou non avec toi. Et moi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Puis j'encourage les femmes ah, justement à ouvrir la discussion puis mais t'es d'y fine. aller. Vraiment, vraiment. Puis Écoutez-la, là. oui, mais je dis pas ça juste pour te flatter bêtement. Je pense vraiment, tu sais, tu as une culture aussi historique, tu as une curiosité. Je sais que tu as étudié en histoire, Oui, ça te passionne. Tu fais ouais. ton doctorat En sociaux. en sociaux également. Tu as une vraie passion pour le Québec. Tu es une voix souverainiste aussi. Tu sais, on sait qu'aujourd'hui, on regarde les sondages, on a l'impression qu'il y a comme une nouvelle ferveur indépendantiste chez les jeunes. Je pense que tu incarnes ça aussi. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Tu sais, moi, je suis un petit peu plus âgée que toi, sans dévoiler mon âge complètement. Quand t'as 33, je Ouais, pense. c'est ça. 33 plus. Et puis, moi, j'aime ça. J'aime voir une nouvelle génération, mais justement qui n'est pas dans le moutonnier. Tu sais, j'avais l'impression qu'avant, je regardais, c'était très, très justement en bloc. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une parole qui se libère. Et comme Ah quand ouais? je dis qu'il y a une parole qui se libère, non pas de façon négative ou avec des mots ou des choses horribles, non, au sens que, hey, vous avez des choses à dire, ben tant mieux. Puis on a des choses à dire. Est-ce qu'on peut les exprimer? Puis surtout nommer des réalités. Le monde bouge. Tu sais, ça a l'air d'un gros cliché, là, mais j'ai l'impression quand même le monde, il y a un basculement du monde. Moi, Mais je pense c'est... qu'on est dans une époque qui a changé et qui change. Tu me diras comme toujours, mais non, je trouve qu'il y a un point, vraiment un point tournant que je ressens, en tout cas, moi. Mais écoute, c'est rare, par contre, qu'on entend ça. Parce qu'on entend le discours complètement inverse, là, qui consiste à dire, ben, en fait, au contraire, les langues se lient, hein, elles ne se délient pas, au Mhm, contraire. Les gens contrôlent tout ce qu'ils ont à dire. On mhm. vit à l'époque de la culture de l'annulation, le politiquement correct. Toi, tu me dis non, on dirait qu'il y a une parole qui se libère. C'est-à-dire que je vois des fissures à ça. Moi, je OK. pense que tu as raison, particulièrement au Québec. Peut-être aussi mettre en contexte les gens qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas. Bon, moi, je travaille dans les médias depuis toujours, mais toujours, c'est-à-dire depuis longtemps quand même. Depuis quelle année d'ailleurs? Parce Ah, mon que Dieu. là, ça va être à mon tour, par contre, d'être peut-être maladroit, mais écoute, j'étais adolescent et je pense que tu existais, là. Ben, j'espère que j'existais. Oui, Oui, j'étais non, née. mais tu existais publiquement, là. Ouais. Non, non, ben écoute, moi, j'ai terminé, tu sais, je veux dire, j'ai commencé donc dans la jeune vingtaine comme journaliste, tout ça. J'ai travaillé, justement, ça ne me rajeunit pas, mais à Feu TQS, j'ai commencé là, tu sais, derrière les caméras, à l'émission du matin. Ensuite, j'ai embarqué, je suis devenue reporter. Ensuite, j'ai même présenté des bulletins de nouvelles. Ensuite, j'ai fait plusieurs choses, là. Évidemment, j'ai été à la radio de Radio-Canada pendant 6 ans, à Ici Première. J'étais responsable de la revue de presse. Avant ça, j'ai animé aussi des bulletins de nouvelles à TVA. Ouais. Je faisais les bulletins du week-end
J'ai été reporter également. J'ai fait de la réalisation. J'ai réalisé un documentaire qui a été présenté à Radio-Canada sur les femmes cougars. Ça, c'était très bon, ça. C'était Ouais, audacieux. Puis ouais. il y a beaucoup de gens qui ont grincé des dents en regardant ça. Puis pourtant, je veux dire, ça existe. Ça existe. Je Puis pense que c'était un beau film. En fait, moi, ouais. c'était sur les femmes. En fait, je m'intéressais justement au parcours des femmes, puis un peu de ce cliché de, tu sais, la femme cougar, c'est quoi dans le fond? C'est ça, c'est les femmes plus âgées qui aiment, en fait, qui aiment ou qui se retrouvent à avoir des relations, des histoires amoureuses avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Bon, On les j'ai fait. salue, Oui, d'ailleurs. c'est ça, on les salue. C'était pas ma situation du tout, là. Moi, j'étais plus dans un contexte que j'étais plutôt attirée par des hommes plus âgés avant. Et ça m'intéressait comme phénomène. C'est pour ça que tu avais eu cette idée-là? Euh, Peut-être. Ben, Peut-être. tu viens de Mais le en dire, fait, mais ouais. mais il y a beaucoup de choses. Là. Puis, regarde, on a juste 1 heure, là, mais en gros, si je reviens au film, plusieurs choses, en fait. Je rêvais de faire un documentaire, de me plonger vraiment dans un sujet. Et, oui, le sujet des femmes m'intéressait. Puis ça, c'est quelque chose, ma lubie, peut-être pas ma lubie, mais mon petit truc avec moi-même. Tu sais, je suis quelqu'un de très nostalgique. Puis Hmm. oui, plus jeune, bizarrement, plus j'étais jeune, plus j'avais peur un peu le vieillissement. Pas au sens physique, mais aussi au sens de ta place dans la société. Est-ce qu'effectivement, on est dans des clichés que la femme, plus elle vieillit, finalement, elle perd quelque chose, alors qu'un homme, plus il vieillit, lui, supposément, il gagnerait quelque chose, il prendrait de la valeur. Ça serait comme un bon vin, tu sais, un bon vin qui vieillit, alors qu'une femme, ça serait autre chose. Et ça, C'est c'est vrai quelque ou chose. c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Parce que t'as dit cliché. Ben c'est vrai dans le sens que, oui, c'est une réalité. En tout cas, c'est cette idée-là, cette pression-là. Oui, ou est-ce qu'on mise beaucoup sur la jeunesse? Je sais Mais que est-ce que les ça affecte hommes, plus les femmes? ben oui, je pense que Ouais, oui, OK. complètement. Ben complètement. Je sais pas, parce que, écoute, Marie-Louise Arsenault est allée à une émission qui s'appelle Rap Politique, Mhm, très bonne émission d'ailleurs, a accordé un long entretien, puis elle a dit justement la même chose que tu viens de dire, alors qu'on vit la décennie Jeannette Bertrand, qui a comme mhm, 3500 ans, ouais. puis dont on célèbre Il y la a une Jeannette sagesse. Bertrand Ouais, et les gens l'admirent et tout ça, mais tu me dis demain matin, est-ce que tout le monde a envie d'avoir 100 ans? Puis tout ça, je suis pas certaine non plus, tu sais. ouais. C'est-à-dire qu'on a une admiration parce que c'est un personnage hors norme, mais je pense qu'on se défait, c'est-à-dire qu'on enlève un peu ces couches-là, cette limitation-là, elle n'est pas dans notre tête, dans notre esprit. Tu sais, je veux dire, moi, au contraire, j'ai l'impression aujourd'hui, bon, je suis dans la quarantaine, et puis je suis bien plus, tu sais, ça aussi c'est un autre cliché, mais c'est vrai, là, je suis bien plus en possession de mes moyens. Qu'est-ce que j'aime pas, tu sais, il y a des choses dont je me fous, bizarrement, aujourd'hui, bien plus qu'avant. Vraiment, là, tu sais, c'est peut-être un cliché, mais c'est vrai, en vieillissant, ça fait ça. La seule affaire, c'est le regard toujours de la société, le regard des hommes, le rapport à la séduction. Ça, c'est quelque chose de personnel aussi comme femme. Tu sais, le regard des autres. Oui, moi, comme femme, c'est quelque chose qui, tu sais, on aime ce rapport-là de séduction et tout ça. C'est très facile quand tu es jeune parce que Ouais. tu attires ça naturellement. Donc, il y a ce positionnement-là. Et bref, pour revenir donc à cette histoire de film, c'était l'idée de me dire, OK, mais quand tu vieillis, est-ce qu'effectivement, tu es rendu un peu, puis notamment sur le marché de l'amour, si tu te retrouves célibataire, est-ce que c'est comme un long, une espèce de longue rivière où tu es sur une rivière un peu à la dérive ou non? Et ça m'a permis de voir les choses un peu autrement. Donc, il y avait cette curiosité. Et c'était juste un prétexte pour parler, au fond, du vieillissement, de la perte. Moi, c'est des thèmes qui me touchent, tu sais, ce qu'on perd, ce qu'on gagne en vieillissant, ce qu'on laisse derrière, qu'est-ce qui nous attend, euh, le sentiment, justement, la nostalgie, toutes ces choses-là, ça vient me toucher. Ça, c'est Et pas anxiogène un peu? ben oui, ça l'était beaucoup, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est précieux, tu sais, que la vie est précieuse, que tu apprécies, puis que tu savoures chaque moment. Et c'est aussi le fruit de... J'avais un ami dont j'étais proche, un vrai ami, là, tu sais, Jean-Claude Lard, le cinéaste. On a eu une belle amitié ensemble. On s'était rencontrés sur un projet. Parce qu'il y a longtemps aussi, tu sais, c'est mon côté intellectuel. Je suis journaliste. J'ai fait des trucs là-dedans. Je continue. Mais j'ai ce côté artistique. Et dans la jeune vingtaine, j'avais fait aussi un peu...
le côté comédien m'intéressait. Donc, j'ai fait des petites productions comme ça. Et puis d'ailleurs, même récemment, j'ai fait un petit tournage. On m'a redemandé, comme comédienne. Donc, ça, j'aime bien de temps en temps, si je peux le faire. Et donc, j'avais rencontré Jean-Claude comme ça. Puis on avait développé des projets. Et puis là, j'avais dit, ben viens donc. Moi, j'ai jamais réalisé de film. Toi, tu es un cinéaste incroyable. Pour ceux qui le connaissent pas, Jean-Claude Lard a réalisé, en fait, c'est lui qui qui a lancé vraiment la façon moderne de tourner des séries avec Lancé Compte. Ben oui. Les films, La Grenouille et la Baleine, des classiques aussi, là, tu sais, Parlez-moi d'amour, c'est comme, faut écouter ce film-là. Tu sais, vous êtes féministe, là, réécoutez ce film-là. C'est un classique du cinéma québécois où il montrait un peu les abus dans le milieu du spectacle. Puis, tu sais, c'était vraiment un film genre pré-MeToo. Quelle année, ça, à peu près? Les années 70. Okay. T'as pas vu ce film-là? J'ai pas, non. Ben, tu vas aller le voir. Il a été restauré par Éléphant. Il faut vraiment que tu aller voir. C'est un grand classique du cinéma québécois. Bon, tu sais, oui, avec une façon de tourner de ces années-là, tout ça, mais étonnamment, autant il y a bien des films qui vieillissent mal, autant c'est toujours aussi percutant. Extrêmement percutant. Lancez Compte, qui est 20 ans plus tard, ça a très bien vieilli aussi. Là. Je parle pas de toutes les scènes. Non, il y a des scènes certaines dynamiques qui sont effectivement... Oui, bien, tant mieux, l'époque a changé, puis une chance, là, aussi, dans le sens que tant mieux, tout évolue, mais il y a des choses, effectivement, qui sont... mais tout ça pour dire que, bref, ça va terminer le chapitre du film, mais donc, il m'avait accompagné dans cette aventure-là, puis on avait tourné, puis il avait été présent, puis là, bon, évidemment, il est décédé il y a quelques années maintenant. Mais ouais, donc, bref, j'ai fait ça, beaucoup de radio, journalisme, évidemment, côté plus classique. Et ensuite, il y a un vrai changement pour moi, c'est quand je suis partie en France, il y a 3 ans. Bon, il y a mon mari, mon conjoint qui était parti déjà avant. Donc, la première année, lui, était déjà en France. Et enfin, ceux qui me connaissent, sinon ils iront googler, savent avec qui je suis. Mais Karima, c'est important ce que tu viens de dire, parce que là, et je vais t'interrompre parce que je veux absolument qu'on aborde ça. Interromps, pose des questions. Moi, je parle, je suis partie. Il y a tellement de sujets. C'est toi qu'on écoute. Mais c'est parce que ça fait... Et d'ailleurs, tantôt, on est donc jeudi, là, j'attendais de faire ma chronique à Cube et je dois écouter la chronique qui vient avant. Et tu as dit, je suis une éditorialiste, ou en tout cas, tu t'es présenté comme ça. Tu as fait du journalisme, tu continues d'en faire. Tu es une femme d'opinion. C'est toi qui as utilisé le mot éditorialiste. Je pense que c'est un mot qui est plus utilisé en France qu'ici. Ici, on pense à André Pratt là, quand on pense à éditorialiste. Non. Puis de toute façon, je ne me mettrais pas nécessairement là-dedans, dans le sens que je ne fais pas des grands... Tu sais, il y a l'éditorial, évidemment, à l'écrit, il y a à la radio, à la télé. Moi, je suis plus dans les médias électroniques. Il y en a qui sont... Nous, on dirait peut-être plus... certains vont dire chroniqueurs ou sinon analystes. Je pense qu'analyste aujourd'hui, commentateur, analyste... Commentateur, je trouve qu'il y a une connotation des fois un peu... On commente, un peu bistrot de café. Mais c'est correct aussi. Là, je veux dire, c'est vrai, on commente l'actualité. C'est vrai. C'est un commentaire sur l'actualité. Mais est-ce que c'est le même métier, tout ça? Comment on fait pour... D'ailleurs, passer d'un statut à un autre? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que ça, c'est un reproche qu'on fait souvent aux gens d'opinion. On dit, vous êtes... c'est pas du vrai journalisme. Mais c'est pas ça que je fais. Je suis pas journaliste. J'ai pas de cours là-dedans. J'ai pas de formation de journaliste. J'ai pas de code de déontologie à respecter. Puis, tantôt, tu disais, la parole se libère. Donc, c'est comme si, d'une certaine façon, il y avait de plus en plus de place pour l'opinion, mais c'est pas toujours clair pour les gens ce que c'est que de l'opinion. Toi, tu as réussi à tout faire ça. Mais regarde, on reviendra sur la parole se libère. Je pense que c'est très important. Puis il y a des nuances à mettre. Puis Non, mais tu l'as bien expliqué. Tu as dit que ça se fissurait. Ça voulait dire qu'on passe peut-être tranquillement d'un monde rigide à un monde où ça s'ouvre. Je suis assez d'accord. J'achèterais ça, moi. Mais je pense que ça vaudra effectivement quand même la peine qu'on reparle de ça, parce que je trouve que c'est un sujet fondamental aujourd'hui, particulièrement au Québec. Puis le fait qu'en ce moment, donc je disais, je suis partie en France, ça fait 3 ans maintenant, je fais des allers-retours, mais je suis majoritairement en France pendant l'année. Je passe tout l'été ici, donc je suis à Cube cet été. Mais donc, je suis basée là-bas. Puis comment on passe? Tu dis du journalisme et tout ça. T'sais, moi, j'avoue que j'ai un côté, c'est aussi une question de personnalité. Là. Moi, mon plus... ça va avoir l'air un peu étrange, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le matériau, c'est la vie, c'est ma société. Je suis passionnée de ça. Je
je carbure à ça. Il n'y a pas trop de distinction entre ma vie professionnelle, personnelle. C'est comme je suis... je gobe un peu, là, j'absorbe, je me questionne, je rejette des trucs, il y a des trucs. Le matériau, pour moi, c'est l'expérience humaine. Donc, d'être enfermé dans un rôle pour toujours, ça ne correspond pas à ma personnalité. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de cette liberté-là qui vient aussi avec une incertitude, mais je préfère cette incertitude à une fausse certitude d'être dans une traque. Puis, au fond, on ne contrôle jamais complètement. Mais bref, donc je suis une communicatrice. Oui, j'ai commencé évidemment à la base d'une formation en journalisme, mais aussi un peu, j'ai fait des cours aussi en sciences politiques, des cours au HEC, donc j'ai étoffé cette formation-là et j'ai complété après avec des études en bonne et due forme, en journalisme et tout ça. Mais avec ce bagage-là à côté. Et donc, j'ai commencé comme quand tu commences ta carrière un peu là-dedans. Je pense que le journalisme, d'être de terrain, d'être reporter, d'aller vraiment au contact des gens, de poser des questions, sentir, hey, c'est quoi, je vais aller à une manif, je vais sentir le truc, je vais interviewer les gens, d'être dans des situations partout, il y a une inondation, on te ship là-bas, t'es dans ton camion, t'embarques avec le caméraman, t'as l'adrénaline, t'as le mec qui shake un peu, t'as 22 ans, 23 ans, puis t'es comme ça. Fait que tu t'apprends un peu à gérer ça, le stress, puis d'être vraiment plus vraiment sur les faits. Déjà comprendre la situation, la résumer et sur des événements, tout ça. Donc, au début, c'est tes réflexes d'être à l'aise, niaiseux, là, mais d'être juste à l'aise en ondes à un moment donné. Donc, tu as ça. La part physique. Oui. Ne serait-ce que la part physique du métier. Donc, la part physique, mouvement, technique, mais aussi d'être quand même, puis ça reste quand même important avec les années, d'être quand même en contact avec les gens. C'est pas juste être dans ton bureau complètement déconnecté des réalités. Ça, c'est important. Mais après, c'est ça. Donc là, l'animation m'avait toujours intéressée. Je suis rentrée à ma TV, j'ai fait une émission d'affaires publiques qui s'appelait Mise à jour. Mais c'est là que je t'ai découverte, moi. C'est vrai? Oui. Quand tu étais adolescent. En 2012, il y avait eu un événement, c'était pendant la grève étudiante. Puis il y avait eu... D'ailleurs, ils devraient refaire cet événement-là. C'était plein de gens qui étaient venus prononcer des discours. Puis toi, tu interrogeais les gens, certaines de ces personnes-là, à la suite de leur discours, puis tu allais au fond du sujet qu'ils avaient. C'est le nous. Ça s'appelait nous. Ça s'appelait le nous. C'était l'événement nous. Mais c'est vrai que tu dis ça parce que non seulement j'avais fait les entrevues, mais j'avais proposé. Moi, j'ai tout le temps été sur la conceptualisation. Je suis une fille de contenu. Donc, il y a des trucs comme productrice au contenu. Je disais, mettons, je voyais une opportunité. J'avais dit à ma TV, hey, on pourrait faire sur une affaire flyer. Puis là, on a bâti le concept. Puis écoute, c'était complètement fou. Là. Je pense qu'on a passé des heures. C'était non-stop. Je faisais comme ici. Là. Une entrevue après l'autre. On était... c'était sur la rue Saint-Laurent, au théâtre, là, sur la rue Saint-Laurent, au Monument national. Et donc là, ça a été une espèce de moment d'effervescence. Il y avait des grands discours et tout. Puis nous, on a plugué les caméras. Puis finalement, on a monté des émissions à partir de ce contenu-là, tu sais, comme pendant 12 heures non-stop. C'était très, très spécial. Mais bon, bref, oui, c'est ça, ma TV. Et l'animation, c'est ce que je voulais faire, en fait. Je voulais interviewer des gens de partout. En même temps, il y avait ce côté-là. Et donc, ça a été comme ça. Puis ensuite... c'est ça. Donc, lecture de nouvelles, tout ça, la présentation des nouvelles. Et ensuite, je te dirais le tournant. Déjà, la revue de presse à Radio-Canada. J'ai fait 2 ans avec Alain Gravel. Ensuite, pendant 4 ans, avec Joël Lebigot. Je travaillais aussi un peu avec Franco Nuovo. Des légendes, là. Et oui, tout à fait. Moi, ça a été un grand plaisir, en fait, un grand bonheur de travailler avec Joël. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, il y a une personnalité difficile. » Oui, mais Joël, là, il t'écoute. Christy qui t'écoute. Tu sais, c'est comme ça, il t'écoute, il te regarde dans les yeux, là. Tu parles de ses invités ou de quand tu travailles avec lui? Toutes! Non, mais t'es ses invités complètement, ses collaborateurs. C'est que, tu sais, des fois, je comprends, t'as une poutine, puis là, on le sait, là, regarde, moi-même, des fois, je me retrouve dans une situation, là, t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille, mais non, Joël, il était intéressé à ce que tu disais. Et ça fait tellement toute la différence. Quand tu écoutes une entrevue de quelqu'un, puis toi, t'emmènes, j'emmène, des fois, on est moins attentif. Ben oui. Puis ça fait vraiment la différence. Ben oui. Tu sais, ça a l'air niaiseux. Les gens qui me disent, mais voyons, il me semble que... Non,
Le pire, c'est pas toujours la norme. c'est quand tu demandes à l'invité de répéter ou parce que... Mais oui, ou tu dis un truc, puis gars, ça nous arrive tous. Parce que, ouais. pour ceux qui ne savent pas, c'est que des fois, ça va très, très vite, puis quelqu'un te parle dans l'oreille, puis tu as un autre invité après, puis des fois, l'autre invité, il n'est pas là, puis il faut aller le rejoindre, puis là, c'est comme, hey, dans 1 minute. Puis, donc, des fois, tu peux avoir des micro-décrochages, mais c'est ça. Bref, ça a été très formateur, puis je trouve la revue de presse, déjà, c'était un exercice intéressant parce que tu regardes l'actualité, puis c'est pas juste de répéter comme un perroquet. Non, enfin, moi, je trouve les revues de presse intéressantes, c'est pas de donner ton opinion, mais c'est de... Il y a aussi une façon de la présenter, puis c'est comment tu l'as digéré, c'est de comprendre un peu, c'est de prendre le pouls. OK, aujourd'hui, il s'est passé tel truc. OK, regardez dans les éditoriaux, il y a ça. C'est d'amener aussi, tu as une curiosité. Donc, il faut aussi que tu sortes du... Comment je te dirais? Tu sais, on parlait de cette ligne ambiante, là. Mais dans ton choix de sujet, est-ce que tu confortes cette ligne ambiante-là ou pas? Puis c'est pas de faire de l'opinion. J'étais pas du tout dans cette idée-là. Non, pas du tout. Et même, ça m'allait très bien parce que c'est une façon de se protéger. Hein? Si tu veux te faire des ennemis dans la vie, dis ce que tu penses publiquement. Tu ne vas pas te faire des amis et des ennemis. En échange, c'est très libérateur parce que c'est une grande liberté aussi si on décide de se l'accorder. Mais on dit même que c'est bon pour la santé. Ben honnêtement, c'est dur de... c'est vrai que c'est dur de revenir en arrière un peu dans la mesure où, à un moment donné, tu as cette liberté-là aussi. Puis tu peux... c'est un travail, je trouve, un mélange de travail de l'intelligence au sens que tu computes tout ça, tu digères ça, tu as une proposition. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. La revue de presse, donc, que tu t'es mise à faire avec les 3 animateurs que tu as nommés, sans dire... Et c'est toi là, qui porte un jugement sur ton propre parcours. C'est un questionnement à un moment donné. C'est parce qu'en fait, sans que tu en sois rendu à l'époque à donner tes opinions, c'est toi qui sélectionnes les nouvelles. Évidemment, il y a des nouvelles que tu ne peux pas contourner. Mais oui, tu as des unes. Ça m'a donné, tu ouvres ton journal, tu ouvres... Puis tu sais, des journées où il ne se passe pas grand-chose, il y en a plus que des journées où il se passe un truc qui est incontournable. Moi, c'est à peu près les estimations que je peux faire. Mais quand tu te mets à faire ça... Oui. Là, tu portes un regard sur le monde. Tout à fait. Puis tu viens de le dire, puis c'est bien dit, de dire, tu sais, s'il y a une rigidité, ben est-ce que tu contribues à ça en racontant ce que tout le monde fait? Puis des fois, les patrons veulent que tu racontes ce que tout le monde raconte. Ou veulent que tu ne parles peut-être... Ben, c'est pas dit comme ça, mais peut-être que tu intériorises le truc. Je ne parlerai pas de certains sujets. Enfin, c'est normal qu'à un moment donné, je sais pas, j'en écoute des fois des revues de presse comme ça à gauche, à droite, puis... Tu sais, je veux bien, mettons, regarde, parle de ce qu'il y a dans Libération, dans Le Monde et tout ça. Parfait, grands journaux de référence, mais... C'est un choix. C'est un choix. Je veux dire, à un moment donné, tu parles du Figaro. Est-ce que tu vas remâcher le fait que telle publication... Oh, c'est une publication de droite, d'extrême droite. Hey! Regarde, si ça, c'est de la publication de droite ou d'extrême droite, toi, t'es quoi d'abord? T'es de gauche, d'extrême gauche? T'es de centre? C'est quoi? Donc, toi-même, tu teintes ton discours. Donc, tu dis que tes paramètres, ça doit se situer entre ceci et ceci, entre tel média et tel média. Si tu me parles de Mediapart, exemple, en France, qui est un journal qui est très, très à gauche, parfait. Mais à ce moment-là, tu me parles-tu de, je sais pas, de Frontières, de Causeur, c'est quoi? Donc, je trouve qu'effectivement, on nous parle souvent de neutralité, d'information non biaisée. Je suis désolée, mais il y a déjà un biais. Si tu considères qu'il y a tout un pan finalement de ton auditoire, d'un pan de ce qui existe dans les médias et que ton auditoire, finalement, est trop con pour se faire sa propre idée, tu contribues à ce rétrécissement de la pensée puis de la discussion dans l'espace public. Ça existe-tu, la neutralité journalistique? Non. Moi non plus, je pense pas. Non, je pense qu'on peut faire... c'est-à-dire qu'on essaie le plus possible d'arriver justement sur les faits. Il y a des faits, tout ça. Il y a une sensibilité. Je pense qu'on tend le plus possible à une neutralité. L'objectivité, elle est difficile. Je pense mais il faut tendre vers ça, effectivement, quand tu es journaliste. Mais c'est déjà d'être conscient de ses propres biais aussi. Puis si tu as une tonalité, si toi, par exemple, tu te sens que tu es plus à gauche ou plus à droite ou plus au centre, faut être conscient aussi. Est-ce que tu pousses dans cette direction? Est-ce que tous tes intervenants vont toujours aussi aller... Parce que tu sais, tu peux être super neutre, mais tous tes intervenants sont tous dans ta même lignée. Donc, multiplie ça par 365 jours, par une répétition constante.
tu Ça arrives commence à à un... ressembler à de la compote, là. Ça commence à C'est ça. ressembler à une recette, à un rythme, à Oui, une ambiance, à un oui. tempo. Il y a un Un tempo. tempo, il y a... En fait, ça te donne les paramètres de la conversation publique. Et moi, je te dirais, le fait d'être en France en ce moment, c'est sûr que le fait d'être un peu plus loin, donc je regarde ma société, bon, avec mes propres biais aussi, évidemment, on est, comme on disait, l'objectivité, la neutralité parfaite n'existe pas, mais je trouve que c'est, pour moi, comme personne qui évolue justement dans cet univers-là, ça me donne un regard qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir le Québec, la conversation publique québécoise, euh, je vois à quel point, justement, tout ce concept, ce multiculturalisme canadien, ce concept, le wokisme, qui est galvaudé, on n'aime pas dire ça, mais a imprégné la conversation publique québécoise depuis des années. Je te disais que, bon, on revient, hein, tu vois, tout est dans tout. Non, mais c'était prévu. Je voulais justement que tu abordes cette question-là, la question du ouais. regard que tu portes depuis la France. Mm-hmm. Puis je voulais savoir si c'était quelque chose qui t'était apparu clair maintenant que tu étais là-bas. Ou... Ah, complètement. Complètement, beaucoup même. Ça m'est apparu justement, tu sais, quand je te disais qu'il y a des fissures, oui, parce que le contexte international fait aussi qu'à un moment donné, la société évolue, puis les Québécois sont pas plus fous que les autres. Là. À un moment donné, je trouve ça épuisant. À un moment donné, sont comme... c'est ça. Mais oui, c'est cette intériorisation d'interdits. Tu sais, c'est personne qui est arrivé et qui a dit hey, ça, c'est un interdit, mais il y a comme collectivement, on s'est comme un peu cadenassé le cerveau. Excuse-moi, là, mais oui, c'est ça pareil. C'est ça. Puis je pense que comme il y a toujours eu des personnes qui avaient quand même une voix et tout ça, puis même, je ne veux pas prêcher pour la paroisse de qui que ce soit, mais tu sais, pareil, je pense quand même à Québécois, il y a plusieurs chroniqueurs qui avaient cette liberté de parole, qui se font souvent diaboliser, qui se font souvent taper dessus, peu importe. Mais au-delà de ça, je trouve quand même dans cette discussion publique sur des enjeux, que ce soit sur l'enjeu en lien avec, par exemple, sur les seuils d'immigration, par exemple, sur l'immigration, sur l'économie, sur le rapport au féminisme aussi, quel type de féminisme est admis dans l'espace public. Sur les questions liées justement au wokisme hein, qu'on a un peu calqué par rapport aux États-Unis. MeToo. Ouais. La France connaît une autre vague MeToo. C'est pas du tout de la même façon qu'ils gèrent ça. Bon, ils ont organisé une espèce de très large consultation publique là, sur la question, il me semble. Mais il y a quelque chose comme une vraie liberté d'expression en France. Oui, mais c'est très paradoxal en même temps. Je vais te dire une affaire. Les Français ont une culture de débat. Ça, c'est vrai. Tu tournes les postes, même les chaînes info, écoute, du matin au soir, même des fois, c'est trop. Là, tu fais comme une intoxication parce que ça jase, c'est très intense. Et en même temps, ils ont des lois extrêmement répressives aussi. Tu peux être très rapidement, là, si on décide d'aller porter plainte et tout ça, tu peux te retrouver. Il y a toutes sortes de mécanismes de contrôle, l'ARCOM, qui sera un peu l'équivalent ici là, de... CRTC? C'est RTC, mais plus, là, tu sais, je veux dire, t'es pas content, là, t'envoies un truc, puis ça se retrouve. Et tu peux être condamné, je dirais même les lois Guesso aussi. Bon, ouais. Donc, les lois, une loi qui interdit de l'antisémitisme ou de fait, nier les chambres à gaz? Oui, de nier, par exemple. Évidemment, on se dit, ça va de soi, puis tant mieux si c'est encadré. Mais ce que je veux dire, c'est que la portée de ces lois-là qui sont venues initialement pour protéger, pour dire, bien, regardez, la négation, justement, par exemple, de l'Holocauste, tout ça, ça peut entraîner des conséquences aussi. Et évidemment, comme ici, sur la question d'incitation à la haine envers une communauté, envers un individu ou des choses comme ça va être réglementé. Mais c'est quand même, je dirais que là-bas, les lois sont beaucoup plus fortes, bizarrement, là-dessus. Oui, c'est-à-dire, donc tu risques plus de te retrouver parfois condamné pour des propos, peut-être, comme exemple, aux États-Unis. Il n'y aurait aucun problème que tu dises ça. Je ne dis pas que j'approuve certains propos, bien ce que tu dis. Mais je dis que aux États-Unis, ben là, on est complètement dans une autre logique. Avec le premier amendement, la liberté d'expression, c'est fondamental. Donc, tu peux aller extrêmement loin. Puis on a vu cette bataille-là sur les réseaux sociaux, par exemple, sur la question sur Twitter, jusqu'où on limite. Et ici, on est toujours un peu entre les deux. Là, on veut... C'est particulier parce qu'il y a la France, dont on est nostalgique, hein, c'est le mot... que tu as utilisé tantôt dans un autre contexte, mais
Et il y a les États-Unis, qui est notre autre voisin. Et là-bas, la liberté d'expression, elle est pratiquement totale. Les gens disent même que c'est ça, là, le libertarianisme, c'est de dire arrangez-vous. Oui, ça nous secoue aussi. Ça nous secoue aussi. Je suis d'accord, c'est comme deux modèles. On est entre les deux. On est entre les deux, puis en même temps... Géographiquement. Oui et non, c'est ça, parce que... Donc, tu sais, pour faire un parallèle, toujours revenir, par exemple, à la France, donc, moi, je trouve qu'il y a une liberté d'expression au sens que les expressions diverses sont plus présentes dans l'espace public. Donc, tu as vraiment des voix très fortes à droite, des voix très fortes à gauche. Certains diront à l'extrême gauche, à l'extrême droite, mais ça circule. Puis moi, je trouve ça sain. Je trouve ça sain parce que, tu sais, tu peux trouver un peu ta chapelle, tu peux dire, ouais, ça, je suis pas d'accord, ça, mais comme c'est normal dans une société qu'on pense pas toutes pareil. Au Québec, donc on est, non, contrairement aux États-Unis, tu parlais du premier amendement, tout ça, je pense que cette liberté-là nous fait extrêmement peur. Et ça vient aussi avec le côté de notre petite nation. On a eu besoin de survivre pendant 400 ans. Donc, on a besoin de... Comme, je ne sais pas si on a besoin, mais on a pris un peu l'habitude de se dire faut un certain consensus, puis on avance un petit peu. Dépasse pas trop, parce que j'aime pas... Tu sais, je fais une grosse caricature, mais c'est un peu ça. Si tu dépasses un petit peu trop, là, tu bouscules le groupe. Puis moi, je pense qu'une société mature... elle est capable d'avoir un peu plus ces discussions-là, que ce soit à droite, à gauche, que ce clivage-là normal qui est dans toutes les sociétés, en fait. Toutes les sociétés. Le mot « peur » que tu utilises est très important parce que tantôt, tu disais au sujet de la neutralité journalistique, du discours médiatique, du tempo, tu disais, tu sais, on peut faire confiance aux gens aussi, là. Hein? Les gens qui nous écoutent, c'est pas des crétins, là. OK? On n'a pas besoin de leur rentrer la même affaire dans la tête. Ils ont compris. OK? Ils ont compris, là. Ils sont pas idiots. Mais le fait que l'on ait peur de la liberté d'expression à l'américaine, est-ce que c'est pas parce que on a peur et qu'on ne fait pas confiance aux gens? Puis ça, je l'entends souvent à gauche. C'est une critique qui vient souvent de la gauche. Il faut faire attention à l'extrême droite parce que c'est des discours dangereux. Dangereux, mais vous pensez pas que les gens peuvent se faire leur propre idée? Pensez pas que les gens ont une capacité de raisonner face à n'importe quoi, là? Hein? Moi, j'entends des gens à l'extrême gauche, ils ont beau être présents dans l'espace public, ça ne rentre pas plus dans ma tête, là. J'achète pas ça. Même chose pour l'extrême droite. Ce qui est à l'extrême droite, je comprends qu'il y a péril en la demeure, ça ne rentrera pas dans ma tête. Mais le fait qu'on s'inquiète autant du registre de la discussion, c'est un désaveu envers la capacité intellectuelle des gens de se faire une propre idée, là. Oui, complètement. Puis en même temps, non seulement c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a une forme... c'est comme s'il y avait une petite caste élitiste qui soudainement sont très attachés à leur capital symbolique. Ce capital symbolique qui est de se dire, finalement, nous sommes dans le droit chemin, nous allons prescrire, même si ce n'est pas populaire dans la population comme telle, bien, nous sommes l'élite éclairante. Et ce capital symbolique est très fort parce que ils sont très présents dans les universités. Tu sais, je suis désolée, mais c'est ça pareil. C'est encore ça. Peut-être que ça ne sera pas ça dans 10 ans, mais la réalité au Québec, c'est que c'est ça. Tu sais, dans les grands médias, tu as quand même une certaine élite intellectuelle qui se dit plus progressiste, plus à gauche. Parfait, moi, j'ai aucun problème qu'elle soit comme ça, mais ce côté prescripteur, tu sais, ils nous parlent souvent de privilèges si on regarde la mouvance un peu wokiste ou la mouvance... un peu plus gauche, progressiste, un peu gauche caviar, mais en même temps, ils vont nous parler des privilèges blancs, des choses comme ça, mais ils ont aussi des privilèges qui s'appellent le privilège symbolique. Et ça, ils ne veulent pas le perdre. Mais non, mais c'est pour ça qu'ils prescrivent. Et c'est pour ça qu'en ce moment, en fait, je pense qu'eux ont peur en ce moment parce qu'ils voient que c'est très éclaté. Justement, premièrement, les médias aujourd'hui, tu parles des balados, il y a une source d'information. On peut s'informer partout à travers le monde. On peut aller s'informer du côté des États-Unis, de l'Europe, la France, peu importe. Donc, ils n'ont plus ce monopole, justement, de prescription. Puis ça, c'est très dérangeant. C'est très déstabilisant pour eux. C'est quand je te disais cette espèce de fracture. Puis je me pose vraiment à quelqu'un qui regarde ça, oui, je fais partie de ce système médiatique, tout ça, mais j'essaie d'avoir quand même une espèce de regard critique de même de mon propre... De moi-même, de
de ma propre intériorisation aussi de de où je peux aller, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qui est admis. Mais ça, je pense que ça bouge un peu. Je pense qu'on a quand même frappé un mur. Là. Par rapport au wokisme, on est quand même dans une forme de rejet de tout ça. On se rend compte que c'était quand même une idéologie. Ça reste une idéologie qui était très prenante. Puis on se disait, on va-tu sortir de ça? On se posait la question, on va-tu sortir de ça? Moi, j'ai l'impression que là, on a comme... C'est encore très imprégné. Là, je voyais récemment, faire une parenthèse, là, mais récemment, la politique de la ville de Longueuil sur l'interculturalisme, si c'est pas imprégné de ça, c'est quoi? Là, je veux dire, à un moment donné, Mais c'est justement, je veux t'emmener là, parce que à la fois ailleurs, et on va rester dans le même registre, parce que moi, j'ai eu la même réflexion que tu viens d'exprimer lorsque Donald Trump a été réélu, Oui. novembre 2024. Il a fait campagne contre les médias. Il l'avait déjà fait, mais là, c'était encore plus frontal. Il a donné presque aucune entrevue à aucun média traditionnel. Alors, il s'est installé devant des podcasters pendant 3 heures. Et il a gagné son élection. Oui. Et là, moi, je me rappelle, au lendemain de l'élection, j'étais à la CUP dire, là, il va falloir que les médias traditionnels comprennent ce qui s'est passé parce que les gens en ont eu assez. Oui, c'est ça. Ben, on a essayé de se faire la morale, en fait. Et là, quelques mois plus tard, je constate que l'exercice l'exercice difficile qui consiste à faire un examen de conscience, c'est le mot que je cherchais, n'a pas été fait. Je retrouve encore les mêmes mauvaises habitudes qui consistent à quoi? Qui consistent à psychiatriser n'importe quel individu qui ne pense pas comme nous. C'est un fou, c'est un malade, il est dangereux. Donc, c'est tous des termes qu'on utilise à peu près que dans un local avec un psychiatre. On coupe les coins. Quand quelqu'un fait un bon coup, on n'en parle pas. Comme là, Trump, par exemple, a obtenu un cessez-le-feu. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Mais c'est quand même lui là, qui a dit ça va arriver, c'est arrivé. On en parle très peu. Ou quand on en parle, on dit, bon, c'est pas lui qui a fait ça. On va même jusqu'à dire, Joe Biden aussi avait... on ramène Joe Biden. Joe Biden, on a su dans un livre qu'il était plutôt mal en point durant la campagne. Qui en a parlé dans les médias traditionnels? À peu près personne. Donc, moi qui suis, et c'est pour ça que c'est très rafraîchissant la discussion qu'on a, parce que les deux, on a les pieds là-dedans. Et c'est un reproche qu'on me fait souvent. On me dit, toi, critique les médias. Je le fais. Donc, est-ce qu'on va, les gens vont donner une deuxième chance aux médias traditionnels? Ou c'était la chance qu'on leur donnait, là, puis on leur disait, faites attention, parce que ça donne de critiquer et de psychiatriser les opposants, ça donne quoi? Ça leur donne toute la place. Est-ce que maintenant qu'on n'a pas pris conscience de ce que ça impliquait et qu'on ne le fait pas, est-ce que les gens vont avoir l'indulgence de redonner cette chance-là aux gens? C'est une bonne question parce que on dit qu'il y a cette fameuse crise des médias, particulièrement au Québec. Je dois t'avouer que quand je regarde, par exemple, en France, ça reste quand même... Il y a un bassin de population, évidemment, beaucoup plus grand. 70 millions de personnes, à peu près, oui. Donc, ça reste quand même que les chaînes infos sont là. Mais oui, je te dis pas que c'est comme l'âge d'or des médias, mais d'où le fait qu'il y a cette fragilité-là, particulièrement au Québec. Il faut être extrêmement vigilant pour préserver notre écosystème, pour pas justement dire que moi, j'y crois encore. Je pense qu'il faut le faire un peu différemment parce que, oui, à un moment donné, surtout les jeunes, c'est pas vrai qu'ils ouvrent leur télé, là, puis... Un peu, là, comme ils ne sont pas abonnés, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne comprennent pas pourquoi ça coûte si cher. Exactement. Donc, les réseaux traditionnels, en fait, le contenu, on aura toujours besoin de contenu. Maintenant, c'est de savoir, ça va être qui va le produire, où on va aller chercher ce contenu-là. Si on n'est pas capable de le faire, si les médias d'ici ne sont pas capables de le faire, bien, je te dis que le terrain, il va être occupé par d'autres. Ça sera des entités étrangères. Ça va être de la désinformation. Il y a même des entités étrangères hostiles qui auraient intérêt aussi à faire cette désinformation. Et il y a aussi tout l'arsenal podcasts et compagnie. Puis c'est vrai qu'il y a un filon là-dessus. Je pense qu'avec les podcasts, il y a comme une fidélisation qui peut se faire. Tu vas chercher justement dans ta chapelle. D'où le fait que je pense que les médias traditionnels, ils doivent pouvoir justement ouvrir le truc. À un moment donné, tu ne peux pas juste faire de la télé comme tu en faisais en 1992. Là, on est encore malheureusement un peu... on n'est pas là-dedans. Là, je pense qu'il y a des volontés d'élargir puis d'aller chercher d'autres contenus, mais il faut que tu parles aux gens. Puis tu as raison de le mentionner. On a vu, je pense que ça a été une vraie révélation comment Donald Trump
a fait sa campagne électorale. Les démocrates, en ce moment, là, ils se cherchent un peu, mais tu te rends compte que les prochaines élections, ça va jouer énormément si les gens n'ont pas pris de notes. Ben oui. Puis on sent d'ailleurs vraiment qu'il y a des élus qui sont au pouvoir. Je pense à Macron, par exemple, à la dernière élection présidentielle. Ils font même plus campagne, en fait. Ils font presque même plus de plateau parce que, bon, ils ont peut-être une autre explication, mais celle que j'identifie, c'est de se dire, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Et qu'est-ce que ça nous donne d'aller sur un plateau? Mais c'est pas suffisant. Non, mais je pense qu'il y a encore... en tout cas, tout le moins en France, puis je pense encore ici, tu as quand même une espèce de saut... il y a quelque chose d'officiel. Tu vas quand même rejoindre beaucoup de gens à des moments précis. C'est juste que la dévaluation de la parole publique aussi, si à un moment donné, tous les jours, c'est des commentaires, tout ça. Donc là, tu as comme un rendez-vous, débat des chefs, comme on dit, name it. Là. Ouais. Ces moments-là où est-ce qu'on va créer je pense qu'il faut créer des événements, une sorte de moment où est-ce que là, OK, on sait que là, l'espèce de chapelle, on se retrouve là, puis il y a encore cette portée. Mais pour le reste, tout est segmenté. Puis par des podcasts, tu vas aller chercher, tu veux t'adresser à des jeunes, tu sais que lui, il est très populaire, bien, eux, ils vont aller à cette chapelle-là. Mais moi, on va aller il reste du monde. Ben oui, il faut s'abonner, il faut commenter, il faut partager, je vais le répéter tantôt. Mais par contre, là, tu mets le doigt sur un péril parce que chapelle, moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup entendre parce que, et je te reproche pas d'utiliser, c'est le mot juste. On reproche donc, et je suis le premier en lice à le faire, aux médias traditionnels et à certains d'entre eux plus qu'à d'autres, de ne pas encourager la pluralité des voix, de taire certains propos, des propos qui, tantôt tu parlais des chaumières, des maisons, des parties de famille, ces propos-là existent, ces opinions-là existent. Il y a quelque chose comme un grand mensonge médiatique que de faire semblant qu'elles n'existent pas, ces opinions-là. Mais donc, on reproche à des médias qui ont la responsabilité, souvent avec des fonds publics, de diffuser des idées qui existent, de ne pas le faire. Et là, la contrepartie à ça, ce sont des podcasts qui se consolident autour de chapelle, autour de... Et moi, je le sens parce qu'il y a des gens, des fois, qui tombent en amour avec le balado parce que je reçois un invité. Et là, je reçois la semaine d'après quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Et là, dans les commentaires, je pensais qu'ils sont déçus. Ils sont trahis. Ils sont trahis. Mais je dis, mais c'est justement... C'est pas ça que j'essaie d'obtenir comme effet. Tu veux ouvrir, là? Mais je veux faire la job que les médias ne font pas. Tu trouves qu'ils vont pas du tout ça? Ben, honnêtement, là, je vais dire quelque chose, puis on va dire que je suis flagorneur, mais c'est une opinion qui est la mienne et je la défends. À part Québécois, personne ne fait ça au Québec. Québécois, moi, et je vais toujours les défendre, y compris le jour où je travaillerai peut-être plus pour eux pour des raisons que j'ignore déjà. Des fois, ça s'arrête. C'est pas ce que je souhaite, mais bon, je vais toujours les défendre parce qu'il y a des fédéralistes à Québécois, il y a des souverainistes, il y a des féministes. Hey, ils viennent d'engager Émilie Lessard-Terrien comme chroniqueuse. Là. Je veux dire, si vous pensez que c'est un média d'extrême droite, là, nommez-moi quelqu'un qui est autant d'extrême gauche qu'Émilie Lessard-Terrien. Bon, il y en a, là, c'est peut-être pas une bonne question, mais à part Québécois, je vois pas vraiment. Je vois des fois des efforts à Radio-Canada. C'est sûr que toi, par exemple, tu es une femme, tu n'es pas de gauche. Là. Je pense qu'on peut dire que tu es de centre-droit. Tu es à Radio-Canada. Donc, je veux dire, on pourrait me rétorquer, ben non, il y a des gens de... Sauf que pendant, par exemple, la campagne électorale, et tu n'es pas obligé de répondre à ça carrément, ils se sont débarrassés de certaines personnes au bon moment. Jacinthe Evarel, elle est partie pendant la campagne ou un peu au début. Rodolphe Uni, même chose. Moi, j'ai senti que ça venait d'en haut. On avait une mission là, pendant la campagne électorale canadienne, je veux dire. Là. Il ne fallait pas non plus que le pluralisme soit total. Je spécule peut-être, d'accord? Je spécule peut-être, mais je n'oserais pas mettre Radio-Canada dans l'équipe des médias traditionnels qui encouragent la pluralité des voix. Là. Je conserve quand même ma part de décence. Et donc, parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça avec des fonds publics... Qu'est-ce que tu aimerais? Ben, j'aimerais qu'il y ait, puisque c'est financé par des fonds publics, je pense qu'ils ont la responsabilité que Québécois n'a même pas, en fait. Québécois n'a pas la responsabilité de non, c'est un média privé. En fait, média privé. Mais eux, ça, s'ils veulent aller à la je suis droite, d'accord ils sur devraient y le aller. point que quand tu es un média privé, limite, tu fais ce que tu veux. Hein? Ben, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Si tu as plus envie d'avoir tel genre de ligne éditoriale, c'est une décision d'affaires limite. Mais on voit quand même, mais je suis d'accord, moi je suis très heureuse d'être à Cube cet été.
Je trouve que c'est un espace de discussion. Je recevais en entrevue Sol Zanetti. Je vais recevoir, je vais recevoir des libéraux. Je parlais des souverainistes aujourd'hui, de la montée du souverainisme chez les jeunes. Donc, c'est vraiment, j'ai envie d'avoir cet espace-là, puis justement, qu'on puisse avoir ces discussions. Moi, j'adore travailler à Zone Info. Tu sais que pendant l'année, je fais Zone Info à Radio-Canada. Et j'ai été à Ici Première. Je ne dirais pas nécessairement que ma voix était toujours majoritaire là-dedans. Puis le pire, comme je te dis, je ne suis même pas dans un aspect de militantisme ou quoi que ce soit. J'essaie vraiment de faire mon boulot. Mais je pense que je suis d'accord, et ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur la radio-télé d'État en France. C'est des reproches qui sont adressés aussi. Mais partout dans le monde, hein, BBC aussi. Oui, c'est ça, sur cet aspect-là. Et moi, je suis d'accord là-dessus sur le pluralisme, sur la pluralité des voix. C'est financé par des fonds publics. C'est important. Puis moi, tu vois, je trouve que, justement, il faut se battre, il faut être là, il faut avoir... Puis, comme je te dis, c'est pas de faire du militantisme, c'est juste que moi, j'essaie de faire une grille d'analyse. Je veux dire, j'ai avec ma sensibilité, ma grille d'analyse, puis j'amène ça. J'ai la chance d'avoir ses collaborateurs. Bon, évidemment, la Zone Info, Gérald Filion, je trouve que c'est un super animateur. Il fait vraiment le boulot. Je suis très fière de travailler avec lui. Puis pour le reste, j'entends ça, puis c'est vrai. Je pense qu'on aurait intérêt, puis même collectivement, puis pour les auditeurs, à ce qu'il y ait cette pluralité, puis qu'on ne soit pas dans des espèces de chapelles dont on parlait, surtout dans un réseau public. Mais en même temps, c'est pour ça que tu dis... il faut être là. Ah oui, non, mais il faut être là. Ben, oui, mais moi c'est parce que je pense que le téléphone sonne moins quand on est plus à droite. Puis moi, je le dis, là, c'est un conseil que je donne à Radio-Canada, c'est que ce qui pourrait mener vous et les autres à votre perte, c'est si les gens choisissaient les podcasts et qu'il y avait de moins en moins de parts publicitaires pour les médias traditionnels. Et la solution, elle est simple. Faites confiance aux gens. Si la droite est populaire chez les jeunes, engagez des gens de droite qui sont jeunes. Les jeunes vont les regarder à la télévision. Si le féminisme est populaire, engagez des féministes. Faites confiance aux gens. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est surtout le reflet, comme un peu ce que je te disais, puis tu sais, dans les radios, télé publiques un peu partout à travers le monde, c'est aussi ce que je te disais à travers le monde. On va parler de 2-3 pays déjà, là. Mettons déjà en France et tout ça. Le Togo, là, oui, par exemple. En fait, c'est parce que la prétention, écoute, j'ai aucune idée. Là, oui, c'est ça, là, la télé publique au Kazakhstan, je ne suis pas sûre non plus. Là, non, pas sûr non plus. Enfin, donc, bref, tout ça pour dire, mais mettons, si on ramène tout ça, tu parlais des médias traditionnels, mais mettons, au Québec, quand je te parlais de la conversation publique, c'est aussi qu'est-ce qu'on a intériorisé depuis des années, particulièrement depuis peut-être 15 ans. Là, vraiment, ça a été un long travail, mais à un moment donné, de déconstruire ça, justement, de se défaire de ces schèmes, de ce qui est politiquement correct. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on est tellement imprégné, on est tellement habitué, on est comme presque dans un automatisme, un mimétisme. Ah oui, OK, il faut dire ça. C'est pas dit comme ça, mais on le ressent de même. Oui. Puis sortir de ça, j'espère qu'on va sortir de ça, mais c'est... Bon, comme je te disais, il y a des fissures. C'est compliqué. Mais c'est l'œuf ou la poule? Ouais, ben là, non, parce que regarde, parce qu'il y a des gens qui... moi, j'ai toujours cette réflexion-là avec une amie en commun qu'on a, Sophie Durocher, c'est sur Tout le monde en parle. Moi, Tout le monde en parle, pour moi, c'est la plus grande émission de télé des 25 dernières années au Québec, mais je suis plutôt nostalgique des premiers 10 ans de Tout le monde en parle. Et j'en parle souvent avec toutes sortes de gens qui me disent ce que tu reproches à Tout le monde en parle, c'est que Tout le monde en parle ait perdu un peu de son côté tannant, de son, où il y a moins d'alcool sur le plateau, il y a moins de controverses. Avant, les gens arrivaient sur le plateau. C'était à l'Ardisson, là. Les gens arrivaient sur le plateau puis ils repartaient. Et là, c'est l'époque. Ce que je te dis, c'est l'époque qui a changé aussi. Ou c'est les grandes émissions et les grands médias qui ont changent. contribué aussi. C'est ça, l'œuf ou la poule. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Puis je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que si les médias décident de devenir rigides, pas plastique, au contraire, de faire on fait ça en béton, puis ça rentrera pas, même si tout le monde en parle,
et là, je parle de l'expression, sur TikTok, qu'il y a des nouvelles tendances chez les jeunes. Non, ça, nous autres, ça contredit nos principes. On n'en parlera pas. Eh bien, la société va se rigidifier, elle aussi. Ben, en fait, on vient à ça, c'est la conversation publique. Si on te martèle toute la journée, ce que tu dois penser, à un moment donné, tu vas-tu oser exprimer autre chose dans un party de bureau ou médiatiquement? Il y a ça aussi. Là. Donc, je pense quand même, c'est un peu ce qu'on se disait, c'est-à-dire que je pense dans la population, il y a une espèce d'écœurement à se faire faire la morale. Ça, j'en suis assez convaincue. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu cet éclatement des plateformes. À un moment donné, l'espèce de discours prêcha, ça colle plus. Ensuite, je pense que les gens peuvent s'exprimer aussi. À un moment donné, on peut écrire, on peut envoyer des commentaires à des émissions, dire, regardez, ça se fait ça aussi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, on parle de tolérance, d'intolérance, j'ai remarqué que les personnes, sincèrement, là, puis c'est pas que je veux créer une espèce de guerre, justement, d'opposition, mais sincèrement, les personnes les plus intolérantes, mettons, par rapport à moi ou des trucs que j'ai pu entendre, ça vient de l'extrême gauche. C'est vraiment, c'est même haineux, là, puis le simple fait d'être exposé à d'autres discours est un problème pour eux. Donc, ils vont écrire des lettres, eux, ils vont envoyer des messages à l'ombudsman. À des diffuseurs, whatever, là, des choses comme ça. Ceux-là, ils vont être très, très vocables. Puis, donc, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on entende d'expressions, comme je te disais, là, si tu peux être ultra progressiste, aucun problème. Mais cette prescription de ce qui est autorisé, ça, j'ai un problème. Ben, c'est ça, mais c'est épuisant, en fait. Puis de penser... Non, puis les gens sont écœurés de tout ça. Ben, c'est ça, mais de penser je pense qu'on est comme ailleurs, puis ça pogne pas. Fait que c'est juste comme... faut juste se reprogrammer autrement, parce qu'à un moment donné, comme je te disais, moi, c'est le fait de... Je pense que le fait d'être en France, j'ai vu ça beaucoup, je le vois de ma société. C'est pas si compliqué, finalement. On se rend compte ça semble... Non, des fois, tu fais juste regarder un petit peu... Non, regarde, il y a comme un côté, puis ça va avec nous-mêmes comme peuple, comme société, juste de s'assumer. Ça, c'est un long cheminement, mais au fond, c'est... Une fois que c'est fait, tu peux pas revenir en arrière, tu sais. De quoi tu t'ennuies le plus quand tu es en France du Québec? Oh mon Dieu! Bien, évidemment... Parce que tu prends beaucoup de photos quand tu reviens. C'est vrai? J'ai remarqué ça. Bon, tu prends des photos un peu Oui, j'en partout. prends là-bas aussi. Mais on dirait que les photos que tu prends et que tu rends publiques sur ta page Facebook, c'est des photos de choses quand même relativement simples. Tu sais, on dirait qu'il y a des... On dirait que... T'as remarqué, toi aussi? Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, j'ai une fascination quand même quand je suis à Paris. C'est sûr que c'est tellement beau. C'est une ville fantastique, c'est magnifique. Fait que j'ai des moments où je vais prendre des photos de cette beauté-là. Mais quand je rentre à Montréal, en fait, c'est la première chose. C'est drôle. Moi, j'habite... c'est dévoilement. Moi, je suis dans le Myland, frontière un peu, Myland, Outremont. Ça. Il y a beaucoup d'arbres, c'est l'air. Tu sais, j'arrive... Puis juste de sentir le vent, les feuilles, parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Oui, bon, tu as des parcs, tu as des parcs magnifiques, tu as le jardin du Luxembourg, puis dès que j'ai 2 minutes, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup, mais dès que j'ai un petit moment, j'essaie d'aller au jardin, c'est comme le petit havre de paix. Mais donc, à Montréal, juste quand j'arrive, puis je vais juste marcher, puis le son, c'est-à-dire... tu te promènes à Paris, tu as toujours du bruit, les voitures. Donc là, déjà, juste de me promener dans les rues, de voir le feuillage, le vent, l'air, le côté convivial, tout de suite, instantanément, j'ai comme un décrochage. Bon, évidemment, c'est la famille, les amis. Tout de suite, je me replonge. J'ai comme une autre réalité parce que j'ai 2 vies en parallèle. Ben oui. J'ai 2 vies, c'est bizarre, mais... une double vie. Oui, c'est ça, j'ai une double vie, voilà. Et puis, donc, tu as la vie parisienne où, dès que j'arrive là-bas, je me replugue, comme on dit, à la vie parisienne, puis c'est le tourbillon. Et il y a comme cette vie autonome, puis bon, je travaille à CNews là-bas, donc, justement, des plateaux, des discussions très intenses. Je suis pas sûre qu'on serait prêt nécessairement au Québec pour les discussions. Oui, mais aussi les débats, c'est-à-dire que tu sais, moi, ça a été un coup de pied au derrière, mais ça a été tellement positif. Justement, ça m'a sorti de ma carapace, au sens que, tu sais, à un moment donné, tu te fais une espèce de carapace, puis justement, tu te caches devant une certaine neutralité et tout. Puis on dirait,
ça m'a comme donné un coup de pied au derrière pour, tu sais, justement s'assumer encore plus, faire comme, garde, c'est ça. Puis soyez d'accord, soyez pas d'accord, je m'en... C'est ça. Il y a Tu une sais, émission en France qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, c'est L'heure des pros ben oui, ça avec existe. Pascal Ben oui, Praud. ça OK. existe. Ça cartonne. Écoute, c'est pas loin d'1 million tous les soirs. Non, mais cette émission-là, là, des fois, je la regarde sur YouTube et je me dis, c'est vraiment intense. Là. Tu sais, c'est Oui, le niveau là, d'intensité dans le débat. Là, pour un Québécois qui écoute la télévision oui. en France, c'est même pas si clair que ça si c'est vraiment un débat ou pas une chicane. Là. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, les premières fois, donc, tu sais, moi, ça a commencé comme doucement. Tu sais, je suis arrivée, puis là, c'était d'ailleurs la mort, le décès de la reine d'Angleterre. Donc là, ils me sont dit, ah, ben, on va l'essayer. Tu sais, au début, on va la tester en ondes, tu sais. Elle peut-tu faire le job? Donc, ben oui, c'est sujet de la reine et tout. Elle va pouvoir nous parler de la monarchie, du rapport à la monarchie, des Canadiens, des Québécois et tout. Donc, ça a commencé de même, en fait, mon passage à CNews. Donc, t'en dois une à la reine. Oui, c'est ça, étonnamment. Donc, bon, donc là, je vais parler de ça. Finalement, ça se passe bien. Je me dis, oh, mais reviens donc demain, on va t'essayer sur des sujets nationaux. Là, comment c'est sur les sujets nationaux. Là, ensuite, tu sais, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, tout ça. Donc là, spécial Ukraine. Wow, là. J'ai chaud un petit peu. Tu sais, t'as des spécialistes, un général, puis tout ça. Puis là, c'est comme, OK, pour un angle précis, là, tu sais, en lien, mettons, Amérique du Nord et des choses comme ça. Donc, c'est venu tranquillement. Puis à un moment donné, ben là, maintenant, je suis pluguée à fond sur les sujets nationaux. Mais je te dis, les premiers temps, puis même encore aujourd'hui, mais les premières semaines, les premiers temps, tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, ça va. Ben c'est ça. Donc, c'est le côté assumé, là. Tu sais, le monde, tu vois là. Puis, donc, ça a été un coup de pied au derrière parce que j'ai réalisé qu'on intériorisait justement beaucoup de choses au Québec. Puis à un moment donné, c'est juste comme, ben oui, se faire confiance puis d'y aller. Donc, c'est pour ça que quand je regarde ça de l'extérieur, évidemment, on n'est pas la France. Chaque pays Ben oui. a sa façon d'être, puis c'est très bien. On est différents. On est vraiment différents. On parle la même langue. On est quand même, c'est différent. C'est très bien. Fait que tout ça pour dire que cette vie-là autonome, mais moi, ça m'a aidé. Donc, quand je reviens ici, puis je te dirais, ben évidemment, quand je reviens ici, la première chose, c'est les amis puis la famille. C'est le cliché, mais c'est vrai. C'est tout ça, tu te replugues, comme on dit, à ta fibre, tes repères. Puis, on est quand même chanceux, je te dirais. Tu sais, au Québec, c'est vrai qu'on est une société. On ne mesure pas à quel point, justement, on est comme dans une espèce de cocon, des fois. Tu sais, Et quoi précisément? Parce que ça fait du bien de l'entendre parce qu'on l'entend de moins en moins. J'ai l'impression que de toute façon, ça, c'est l'humain qui est comme ça. C'est tellement plus facile de Mhm, mettre le doigt sur les choses qui vont pas bien, mais il y a mhm. plein de choses qui vont bien. Mais de quoi les Québécois sont-ils chanceux? Ben, tu sais, premièrement, et puis c'est pour ça que moi, dans ma réflexion sur le Québec d'aujourd'hui, mais de demain aussi, c'est de préserver. C'est con, là, mais juste cette sécurité-là. Euh, on est un endroit où on vit en paix. Tu sais, oui, là, il peut y avoir des manifestations chaudes de temps en temps, des choses comme ça, mais je suis en France, écoute, les histoires d'horreur que j'entends, là, puis c'est pas juste des faits divers là-bas, là, c'est vraiment c'est la formule de dire maintenant c'est un fait de société, c'est des faits de société. Là. Il y a des crimes extrêmement graves qui se produisent en France. Puis c'est pas une affaire de chaîne d'extrême droite, là, c'est une réalité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur le montrent. Il y a une grande insécurité. Euh, C'est la fameuse formule, la France côte à côte devenue la France face Face à à face. face, oui, il y a beaucoup de ça, malheureusement. Donc, tu sais, cette capacité, justement, notamment sur... ben, donc, ce côté de pacifique, les Québécois sont... Écoute, la Révolution tranquille, là, c'est pas pour rien, on fait la Révolution tranquille, même quand il y a eu un référendum à quelques voix, tu sais, je veux dire, dans des pays, ça aurait été à feu et à sang, là. Ça, Ici, c'est une qualité, par contre. Avec le à référendum. feu et à sang, je pense que c'est une qualité. Ouais, Ensuite, l'espèce pas d'apathie, là, mais tu sais, d'être complètement un peu... frigorifié, là. ouais, ça non. Tu sais, le On est côté d'accord. de résignation, tu sais, entre la résilience et la résignation, il faut quand même faire attention. Ouais. Tu sais? Le côté de s'assumer aussi. Je pense que les Québécois, Christy, on s'assume des fois dans la vie. Tu sais, on peut s'assumer collectivement. Ça, c'est plus compliqué. Compliqué. Puis en fait, ça m'a frappé, tu vois. Donc, ce que j'aime évidemment du Québec, c'est cette société. Oui, bienveillant, là, tu sais, c'est un mot bien galvaudé, mais les Québécois sont gentils, pour vrai.
sont accueillants. Sont tellement accueillants, là. Puis en même temps, c'est le côté, ça, c'est le pendant un peu négatif, c'est le côté, tu sais, le Québécois qui veut pas déranger, là. Ah, ben non, il veut pas déranger. Il va aller en visite. Non, mais qu'elle veut pas déranger. Non, tu déranges pas, là. T'as le droit d'exister. Prends ta place. Ben oui. Puis on veut tellement pas déranger que des fois, on est prêt à se coucher, puis vraiment, comme on dit, à ce qu'on s'essuie les pieds sur soi, tu sais. Ça, non. Mais ça, on a encore un peu ça. Moins maintenant. Je pense que tant mieux si on sort de ça. Mais ce qui fait que, justement, à un moment donné, c'est toujours... ça, il faut faire attention à ça. Ça, préserver ça, moi, je pense que c'est quelque chose de... Il faut être très vigilant. Ça peut basculer très rapidement. T'sais, les problèmes que les gens ont ailleurs dans d'autres pays occidentaux, il n'y a pas de raison pourquoi le Québec et le Canada subiraient pas la même chose si on fait les mêmes erreurs. Mais ça, c'est le danger, d'ailleurs, Karima, et le Québec qui a, oui, ce côté très tranquille, très discret, qui ne veut pas déranger, a en même temps, et ça peut paraître paradoxal, l'impression d'être unique au monde. Mm-hmm. Et c'est pas complètement tordu qu'il puisse penser ceci, c'est qu'il a réussi à survivre alors que tous les scénarios indiquaient que ça ne fonctionnerait pas. Mais le danger, quand on pense qu'on est unique, c'est de penser que les grandes dynamiques qui s'agitent dans le monde, nous, ça va nous concerne pas. Mais non. Comme dans la matrice, on va tout éviter ça. Mais non, complètement pas. Puis d'ailleurs, regarde, si on parle, par exemple, tu sais, moi-même, je suis issue de l'immigration, de la diversité. On est tous de la diversité. Socio-économiquement, on a tous des parcours différents, on a tous des parcours de vie. Oui, parce que c'est pas Karima brique de mur de briques. Là. Non, c'est ça. Moi, je suis d'origine kabyle par mon père, ma mère québécoise. Mon père est arrivé ici début des années 70. Il a rencontré ma mère. Et ma mère est même allée vivre en Algérie pendant quelques années, dans les années 70, imagine-toi donc. Ils sont revenus ici. Moi, je suis née ici. J'ai grandi dans le quartier, probablement le quartier le plus multiethnique du Québec à l'époque. Encore aujourd'hui. Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. Il y a Parc Extension aussi. Mais bon, donc j'étais vraiment dans la mosaïque totale. Je suis née, écoute, mon univers familial, j'ai eu toutes les influences. Là. Ma mère catholique, j'ai été baptisée, je suis catholique. Je me considère comme catholique. Mais je veux dire, mon père avait quand même la culture musulmane. Ma grand-mère était musulmane. Ma grand-mère venait passer des mois à la maison, au Québec. Faisait sa prière, sortait son tapis, faisait sa prière chez nous. Mon père m'a déjà amenée à la mosquée. Donc, tu sais, c'était une famille. Puis mon père était plus agnostique, en vieillissant, très axé sur la philo, donc passionné par la philosophie. Il était très pacifique. Donc, j'ai baigné là-dedans. C'est de lui que ça vient, ce ton que tu as. Tu es très... J'ai un ton? Ben oui. Puis, ben oui, tu es très douce. Ah on oui. parle avec toi, c'est doux. Comme le veut... c'est quoi, la petite musique de Cube Radio? Une main de fer dans un gant de velours. Quand elle mord un os, elle ne le lâche pas. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est autre chose. Ouais. Non, mais je pense qu'en vieillissant, c'est... il y a comme une force que tu ressens à l'intérieur de toi, mais j'ai ça aussi en moi, le côté... je sais pas, la douceur, je sais pas. C'est comme une comptine. C'est une comptine. Quand tu parles, c'est une comptine. J'espère que je t'endors pas, là. Non. Mais on est entraîné comme ça. Ça fait du bien. Fait que ça vient sûrement de ton père. Peut-être. Philosophe. Ouais. Donc, tout ça pour dire... Bref, donc je suis issue de ça aussi. Mais pour moi, cette intégration-là, d'ailleurs, je ne suis pas intégrée dans le sens que je suis québécoise, tu comprends? Puis ma mère québécoise, puis j'avais de la famille du Québec. Mais mon point, quand on parle c'est des questions brûlantes aujourd'hui dans les sociétés occidentales, c'est comment tu intègres, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait sur ces enjeux-là, sur la question de l'intégration. T'sais, la France, est-ce qu'on veut un côté universaliste? Est-ce qu'on est dans le multiculturalisme canadien? Est-ce qu'on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne? Est-ce qu'on est dans un modèle de laïcité? Le Québec, il se situe comment là-dedans? Mais il y a toujours une question de nombre. C'est pas xénophobe de dire ça. C'est qu'à un moment donné, si tu veux que des briques puis
peu importe, là, tu sais, soit québécois, puis oui, ben, à un moment donné, c'est aussi, est-ce qu'on est capable collectivement, ensemble, de vouloir avoir un projet commun, d'être, tu sais, pas juste d'être replié dans notre communauté d'origine, puis de dire, oui, on est québécois, mais au fond, on continue à vivre un peu mentalement comme on vivait dans notre pays d'origine. Puis c'est pas de renier qui tu es, Non. de renier tes origines, mais d'avoir envie, tu sais, pour moi, ça va dans les deux sens. Tu as l'intégration, mais tu as aussi la volonté de rejoindre aussi un pays. Puis on a vu au cours des dernières années, tu sais, avec les politiques de Justin Trudeau ou les non-politiques, je sais pas, mais plutôt, je dirais, les politiques, puis C'était l'idéologie voulu, derrière. c'était conscient. Ouais, c'est ça, tu sais. Quand on lit déjà juste son père, on a l'impression que le fils a vu son père partir trop tôt puis s'est dit, il va me regarder du ciel, je vais emmener son projet encore plus loin. C'est Ça a l'air ça. quasiment l'air personnel. Non, c'est là. ça, tu sais, puis l'idéologie, donc, tu sais, pour moi, cette idéologie-là, ben, à un moment donné, oui, ça a eu des conséquences. C'est au-delà du fait que tu as des conséquences sur le logement, sur les services et tout. Donc, c'est pas d'être contre l'immigration, ça serait stupide, là. Je veux dire, il n'y a personne qui est genre immigration zéro, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste d'être dans une capacité où est-ce que, oui, tout le monde, peu importe ta couleur de peau, tes origines, d'où tu viens, ben, t'es Québécois, puis t'es fier, tu sais. T'es fier d'être Québécois, puis d'appartenir, puis d'écrire la prochaine page. Ben oui, puis ça, là, c'est le plus grand défi. Complètement. Politique Ouais, de québécois, ce siècle. Mhm. c'est de réussir à convaincre les gens qui sont déjà ici et les gens qui sont sur le point d'arriver. Et il y a plein de gens qui vont nous écouter puis qui vont dire il est plein de marde, Rémi Villemur, je le crois pas. Le plus grand défi, c'est de convaincre ces gens-là que c'est pour eux Ben oui. qu'on repense l'intégration. Mhm. Parce qu'une intégration qui est mal faite, c'est une intégration qui n'est pas réussie et ça crée des tensions, Mhm. ça crée deux mondes, ça crée la France qui est face à face et non plus côte à côte, ça fait le Canada anglais. Mhm. Canada anglais, multiculturaliste, où les gens se demandent c'est quoi être Canadien. Ils traversent la plus grande crise Mhm. identitaire de leur histoire, ou presque, en tout cas au moins depuis la Ouais. commission Laurando-Dunton, puis ils sont Ouais. même pas capables de dire c'est quoi être Canadien. Mhm. Les Québécois veulent continuer d'être capables de dire ce que c'est qu'être Québécois avec les gens issus de l'immigration pour qu'on ne vive pas ces tensions-là. Tout à fait, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est un vrai, vrai sujet. Puis je trouve que le débat est souvent traité de façon très binaire, là, tu sais, où tu es comme pro-multiculturaliste, tu sais, sans frontiériste à fond, là, ou tu es comme, tu sais, t'es xénophobe, ethnocentriste, c'est ce qui est Ouais. complètement stupide. Non, je pense qu'on est quand même, on est capable de faire plus de faire preuve de plus de maturité, puis je pense qu'on est quand même rendu à cette étape-là. J'espère, enfin. On ne l'est peut-être pas rendu tout à fait, là, on est encore un peu là-dedans. Mais tu sais, c'est une question que toutes les sociétés se posent en ce moment. Enfin, tu sais, je regarde en Europe, c'est un vrai sujet, tu sais, puis c'est pas sans lien. Après, quand on regarde justement dans les élections ensuite, pour qui les gens décident de voter, est-ce que tu es capable de répondre à leurs aspirations aussi? Tu sais, ça aussi, c'est démocratique de répondre aux aspirations des gens. Mais tu as utilisé le mot sujet, puis c'est le bon mot, c'est que c'est un sujet politique, l'immigration. Pendant longtemps, on pensait que c'était une façon de se qualifier ou alors du côté du bien ou alors du côté du mal. Si vous étiez critique des politiques d'immigration de Justin Trudeau, vous étiez fermé, vous étiez une mauvaise personne. Et il y a des peuples partout à travers le monde qui avaient compris, eux, avant nous, que c'était une question politique. D'ailleurs, il y a un ministère de l'immigration. Ça veut bien dire que c'est un enjeu politique. Et quand on finit par l'accepter, ben, on comprend que c'est un vrai sujet qu'on peut traiter. Merci beaucoup, Karima. C'était un plaisir, Rémi. Est-ce qu'on on va te croiser sur des courts de tennis cet été? Ou Ben, j'espère bien. Avec qui tu joues? Ben, écoute, t'es-tu game? Hey boy, moi, je suis tellement orgueilleux là, que c'est oui. C'est oui. Yes! Puis, on va le prouver que c'est vrai. On va prendre une OK, c'est photo. bon. Mais tu sais que non, tu vas être mon premier match de la saison. Là. J'ai pas joué. Là. Ça fait un petit bout. Là. Je suis rouillée. Donc, écoute, si t'es rouillé, je t'as sais pas comment peut-être ça des s'appelle. chances Je de sais pas match. comment ça s'appelle, moi. Ça s'appelle, je sais pas trop quoi, c'est quoi le processus de rouille. Merci beaucoup, en tout cas, Hey, d'être c'était un venu. plaisir. Tu sais que c'était mon rêve d'être genre de championne de tennis quand j'avais 8 ans. Là. Une chance, mon rêve a évolué depuis, mais ça va me faire plaisir de jouer avec toi.
Ben, moi, je suis sûr que tu as réussi ton rêve. Merci beaucoup à vous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, c'est très simple. Vous commentez, vous partagez, le bouche à oreille, ça fonctionne encore. Si vous voulez vous abonner, ben, il y a 2 façons de le faire pour avoir accès aux épisodes d'avance, à du contenu exclusif et sans publicité. La première option, c'est sur YouTube. Vous descendez, vous allez voir rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus, vous allez voir, c'est pas très cher. Ça aide le projet à continuer. Sinon, ben, il y a Patreon également. Le lien est dans la description. À mardi prochain.